Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Carré Politique. La Constitution du 11 décembre 90 nécessite des retouches en vue de son amélioration après la révision opérée en novembre 2019. C'est la suggestion faite par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, jeudi 13 avril 2023 dernier au palais des gouverneurs à Porto Novo lors de la cérémonie d'investiture. Nous allons en parler dans ce numéro de Carré Politique avec mes invités déjà en plateau. Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous Paul, bonjour à toutes et à tous. Prudent Nasséou, une fois encore, on se retrouve. Bien sûr, merci. Bonjour Paul, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Monsieur Soudé. Je vais me tourner cette fois-ci vers Monsieur Alphonse Soudé. Louis Vlavonou envisage, dans un esprit de concertation avec ses collègues de la 9e législature, apporter des retouches à la Constitution du 11 décembre 90. Oui, cela va de soi, parce qu'en 2019, en procédant à la révision de la Constitution, on n'avait pas pris en compte toutes les réalités. Et les réalités qui ont été introduites à l'épreuve du temps méritent d'être corrigées. Moi, j'ai toujours dit, le poste de vice-président de la République, moi, je trouve pas son importance. Et depuis qu'on l'a instauré, bon, ça joue quel rôle? C'est compliqué. Je dis, vous ne pouvez pas être vice-président d'un État et ne pas pouvoir assister au Conseil des ministres. S'il est dit que par la suite, en cas d'impossibilité du chef de l'État de continuer, vous allez remplacer le chef, alors que vous n'assistez pas au Conseil des ministres, moi, ça me pose un problème. Donc il y a d'autres réalités. Le chef de l'État avait promis que désormais, au niveau de la HAC, le président de la HAC devait être élu. On n'a pas pris cela en compte dans la révision de 2019. En 2019, on a dit que le chef de l'État peut contracter des prêts au nom de l'État béninois et en rendre compte 90 jours après. Moi, ça me dérange, puisque le mal aurait été déjà fait. L'Assemblée n'aura que pour mission d'entériner. Donc voilà des réalités pour moi qu'il faut revoir forcément. Moi, je ne parle pas de raison politique, mais c'est après avoir vécu, après avoir expérimenté ces éléments-là pendant des années, j'estime qu'il faut y toucher. Peut-être que les députés de la 9e n'y voient pas du tout de l'importance. Non, vous savez, d'apporter des modifications à ces dispositions de la loi. Ayant vécu sur le territoire national, ils doivent savoir qu'il y a des choses qu'il faut corriger. Il faut corriger parce qu'on n'avait pas en réalité pris le temps nécessaire, le temps matériel pour étudier la révision. Et moi, je suis gêné de le dire. Ceux de la 8e, certains ont participé à la révision sans réellement travailler. Ils n'ont pas lu les textes. Ils se sont contentés de faire ce qu'on leur a demandé de faire. Donc, j'ai dit cette fois-ci, j'aurais souhaité. C'est vrai que le président de l'Assemblée... Vous apportez du crédit à ce courant de pensée qui a évoqué la question de député Godillot. Oui, vous savez ce qui devait être fait normalement. Le président a déjà annoncé les couleurs. On va parler de révision. Il faudrait que dans les états-majors des partis politiques, qu'on fasse un travail. Ce n'est pas d'aller de façon éparse, de façon individuelle. Chaque parti politique devait porter ces amendements à la Constitution. Que ce soit au niveau des démocrates, au niveau du bloc républicain, mais de l'UPR, on devait déjà commencer un travail en amont. Ce n'est pas attendre la période favorable pour le faire. Il faut déjà étudier, avoir sous la main des propositions qu'on a étudié, on a vu les tenants, les aboutissants, parce que si on révise encore en 2023 et qu'en 2020, quand on se rend compte qu'il y a des réalités qui nous ont échappé, ils vont demander encore une nouvelle révision. Moi, je voudrais bien qu'on prenne le temps de voir les éléments sur lesquels il faut apporter des corrections. Ce n'est pas d'aller à la va-vite et se rendre compte après que non, il faut encore réviser. Parce que le président de l'Assemblée, il a annoncé. Ça veut dire que s'il a annoncé, il y a eu concertation. Lui n'a été que le porte-parole de ceux qui se sont concertés et qui proposent la révision. Pendant la Louis Vlavonou a levé l'équivoque sur le nombre de mandats présidentiels, mais il pense que dans un esprit de concertation avec ses collègues de la 9e, il devrait apporter ensemble une autre touche à la Constitution de 90. C'est ce qui choque et blesse beaucoup de Béninois, d'autant que quand on s'en tient à la révision de 2019, le peuple n'a pas été suffisamment consulté. Et beaucoup d'experts n'ont pas travaillé justement pour prendre en compte les articles qui pourraient légitimement être touchés. Et malheureusement, on y est allé. Mais il faut éviter de tomber dans la République des juges ou dans la République de ceux qui fabriquent les tests. Parce que si on a autant de facilité dans une périodicité relativement courte de toucher la constitution de notre pays, on risque de faire tomber le mythe qui entoure toute constitution
d'une république. Parce que la Constitution, elle ne peut pas être parfaite. Et il faudrait que ceux qui mettent en œuvre cette Constitution-là s'emploient à pouvoir la respecter déjà. La respecter, c'est pour moi le premier indicateur qui devrait nous conduire à son toilettage. Parce qu'aujourd'hui, on parle des conditions de détention, on parle d'un certain nombre d'abus de pouvoir et autres, mais malheureusement, sur ces questions-là, les députés restent muettes. Et aujourd'hui, ce qui les préoccupe, c'est d'aller à une révision de la Constitution sans qu'un débat, un large débat national, n'ait pu se tenir sur ce qui doit être touché ou ce qui nécessite d'être touché. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'il ne faudrait pas que les députés se taillent cette prérogative extra large-là à leur guise, justement, d'aller à une révision, alors que les textes prévoient, par exemple, qu'on peut consulter le peuple sur ce qui doit être touché. Parce que le président de l'Assemblée nationale l'a annoncé, oui, mais avant, est-ce qu'il y a eu un débat national? Est-ce que nous savons aujourd'hui ce qui pourrait faire l'objet de révision? Évidemment, il y a des réflexions, mais ces réflexions-là ne peuvent venir que d'un seul camp. Il faut consulter le peuple sur ces questions-là, parce que notre Constitution, c'est, je dirais même, l'essence même de notre démocratie. Aujourd'hui, on a vu, à l'issue du dialogue politique, des propositions ont été faites pour la révision de la Constitution, mais ils y ont mis un certain nombre de choses qui, après, à la mise en œuvre, ont créé d'autres problèmes. Voilà une assemblée qui est représentée par deux partis politiques, qui organisent des élections communales ou après les élections, on va dire législatives, et donc dans les communales, les élections communales et les élections législatives qui ont précédé l'élection présidentielle, il n'y a que 3 forces politiques qui ont des élus. Or, on dit, vice-président, il faut un duo, il faut des parrainages. Ça veut dire que on a créé une exclusion qui ne dit pas son nom. Or, ceci faisant, on a pu favoriser un certain nombre de gens. Parce que tous ceux, il faut voir le duo Corentin Koué et René Agossa, qui a pu obtenir le parrainage, par quelle alchimie, alors que des candidats sérieux qui pouvaient justement être une alternative crédible n'ont pu avoir ces parrainages. Et ça n'a pas raté. Après les présidentielles, chacun de ces acteurs politiques-là, chacun a pris son chemin. Et donc, c'est des choses qui crèvent l'œil et qui montrent bien que derrière les révisions, il y a des élans opportunistes. Et parfois, ça n'assainisse pas le débat politique aujourd'hui. Moi, je trouve que légitimement, les députés ont le pouvoir de le faire, mais comme ils sont les représentants du peuple, pourquoi ne pas faire l'option, par exemple, d'abord de mettre les propositions sur la table, les articles à réviser, la pertinence, d'évoquer ce qui paraît essentiel à cette révision-là, pour qu'un large débat national se fasse avant même que les députés n'y pensent. Et peut-être, pourquoi pas, consulter le peuple à travers un référendum. Nous en avons les moyens. Et il ne faut pas qu'on se donne au niveau du Parlement cette facilité-là pour les représentants du peuple à s'offrir ce privilège-là. D'autant que, même sur les critères de leur représentativité au niveau des partis politiques qui les ont désignés, il y a encore des problèmes qui continuent par gérer. Parce que les candidats, la question de leur légitimité ne se pose pas, mais la question de leur représentativité se pose au niveau des formations politiques où les gens disent que non, celui qui nous représente ne mérite pas, on a coopté des gens, on a parachuté des gens, et ainsi de suite. Ces débats continuent par se mener dans les formations politiques au sein de certaines circonscriptions électorales où c'est la division au niveau de ces acteurs politiques du fait de ce que ces positionnements ont été ratés. Donc dès lors qu'on a ces représentants qui souffrent de la représentativité donc politique au niveau de la légitimité vis-à-vis de leurs policiers ou de leurs compères au niveau des partis politiques, je me dis, si on confie cette responsabilité-là à ces représentants, on risque de se retrouver dans le gouffre. Donc vous les attendez sur d'autres chantiers? Oui, les gros chantiers sur lesquels on les attend aujourd'hui, c'est déjà d'assainir le code électoral. Ça relève de leur prérogative. Le code électoral est vicié. C'est vrai que ça nous a permis d'organiser des élections, mais avec plus de problèmes que cela ne devrait en résoudre. On peut par exemple aller vers les défis, par exemple des listes, parce que vous aurez remarqué au niveau donc des conseils communaux aujourd'hui, après chaque élection, il y a des bouleversements, il y a des remises en cause, le parti désire, les gens ne sont pas d'accord. Pourquoi ne pas faire par exemple l'option des listes, carrément des listes
des scrutins de liste où on sait qui sera maire, ainsi de suite, de sorte que quand quelqu'un n'est plus là, on sait que systématiquement c'est elle qui doit le représenter. Aussi, il y a, comme Moïse Soudé l'a évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre de faits sur lesquels on les attend, notamment dernièrement, quand ils ont voté la révision de la Constitution, ils ont donné des pouvoirs extra larges au président de la République par rapport aux accords de prêt, tout ça. Ça, ce sont des sujets sur lesquels, oui, ils peuvent toujours revenir, mais en faisant un large débat public pour que le dernier des citoyens cerne le mobile pour lequel ils voudraient aujourd'hui réviser notre Constitution, parce que ça va être trop simpliste et trop facile que tous les 5 ans pratiquement, on puisse se donner la facilité de réviser la Constitution qui date quand même de 90 et qui n'a été modifiée qu'une seule fois sous la mandature passée du Parlement. Alphonse Moïse Soudé, lors de l'investiture jeudi 13 avril dernier, Louis Vlavenoux, dans son discours, a invité les députés du Parti Les Démocrates à ne pas s'enliser dans une opposition radicale, voire stérile. Comment vous avez interprété ces propos? Non, vous savez, les démocrates constituent aujourd'hui ce qu'on appelle la minorité de blocage. Sans leur accord, on ne peut pas réviser la Constitution. L'Assemblée nationale, la Moscou nous demande un référendum. Et je ne sais pas si ce pouvoir est prêt à demander un référendum. Parce que la vérité des unes pourrait étonner. La vérité des unes pourrait étonner. Donc, ils ont besoin de la souplesse du Parti Les Démocrates pour... De la flexibilité. Parce que j'ai dit, vous savez, le président Vlavenoux n'a pas parlé en son nom. Il a parlé forcément d'un groupe. Parce que la réflexion a été menée quelque part, il faut qu'on arrive à réviser la Constitution. Parce que certainement, ils se sont rendus compte de leurs erreurs. Mais la réalité, c'est pas de réviser. Mais il faut comprendre pourquoi on veut réviser. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais, dans les partis politiques sérieux, on devrait déjà commencer le débat. Parce que chaque parti politique doit pouvoir avoir ses propositions. Mais pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est important, la révision de la Constitution. Il y a d'autres lois qu'il faut toiletter. Le président a parlé du code électoral. Moi, je parle même du code pénal. Il y a des choses, les Béninois n'avaient pas lu. On lui fait la loi sur le code routier. Mais voilà. Et la loi sur il y a d'autres lois qu'on peut nettoyer. La révision, ce n'est pas aussi important. Mais il y a des lois qui engagent la vie, les conditions de vie et de travail de nos compatriotes qu'il faut corriger. Maintenant, si on veut faire la révision, il faut en faire une large diffusion. Il ne faut plus faire du fétichisme tout. Il ne faut plus voter ces lois-là nuitamment avec un effectif réduit. Qu'on en parle à tout le monde, qu'il y ait des cas de concertation, qu'on parcourt nos villages, qu'on dise aux gens, nous voulons revoir la loi. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Parce que c'est ça le rôle du parti politique. Animer la vie politique, c'est pas rester au niveau des sièges des partis, choisir des gens. Non, il faut faire une large consultation. Nous avons des spécialistes de la Constitution, faire des points des conférences et dire qu'est-ce que nous souhaitons. Parce que Vlavenoux, c'est un homme politique qui a parlé. Forcément, la révision aura une visée politique. Est-ce que c'est pas pour corser les lois de l'élection du président de la République? J'ai dit non. Une constitution, c'est un tout. C'est un ensemble. C'est un ensemble. On a dit, il faut réduire la toute-puissance de l'exécutif. Mais eux ne l'ont pas fait. Ils ont renforcé la puissance de l'exécutif. Il faut revenir sur ça. Parce que le chef de l'État, lors de sa campagne, il a dénoncé ça. Pour dire que le président de la République est trop puissant au Bénin. Donc, il faut ramener ça. Il dit qu'il souhaite être porté... remonter à 2016. Oui, il souhaite être porté en triomphe à la fin de 2016 où il n'était pas encore président de la République. Et donc, tout à l'heure, on a parlé de parole du chef de l'État. La parole du chef de l'État a une puissance. Il faudrait qu'il montre aux Béninois que ce qu'il a dit, il tient toujours à ça, qu'on réduise la toute-puissance de l'exécutif et qu'on améliore les conditions de vie et de travail des Béninois. Et mandat unique, mandat renouvelable, c'est pas ça l'essentiel. Mais il faut prendre en compte ce qui tient compte de la réalité de tous les Béninois. C'est pourquoi je dis, le débat doit se mener au niveau de tous les partis politiques. Et par conséquent, il faudrait que la Sénat et le ministère de l'Intérieur nous donnent la liste des partis politiques, que ces partis politiques aillent peut-être en séminaire, qu'à la fin, chacun dise, voilà, on présente au peuple, que ce soit Restaurer l'Espoir, que ce soit BR, UP, les démocrates, que chaque parti politique présente au peuple ses souhaits dans la nouvelle constitution, pour pas que des gens se retrouvent
là-bas, seuls pensent que bon, parce qu'ils ont été mandatés pour nous représenter, ils sont libres de mettre dans la loi ce qui les arrange. Non, on acceptera tout ça. Il faut que la révision soit scientifique. Nous n'avons pas encore entendu le Parti des démocrates sur la question, mais quelle pourrait être leur réaction, les 28 députés de l'opposition? Non, les démocrates aujourd'hui, ils ont une priorité. Ils ont une priorité, c'est la loi sur l'amnistie, c'est leur priorité d'abord. Ils ne parlent pas encore de la révision de la Constitution. Ils veulent d'abord que tous les Béninois reviennent au pays. On a besoin de tous les Béninois pour le développement. C'est ce qui les intéresse. Ils ne sont même pas encore allés sur le terrain. Ils ne sont pas prêts d'aller sur ce terrain si ce qu'ils demandent ne leur donne pas. Si on s'en tient à la négociation qui prévaut en milieu politique, les démocrates pourraient être amenés à souscrire à cette proposition de révision de la Constitution pour obtenir leur loi sur l'amnistie. Ce n'est pas la même chose et je vais y revenir. Mais je voudrais quand même, je ne sais pas si j'ai bien compris Moïse Soulé qui disait tout à l'heure que la question du mandat n'est pas importante aux yeux des Béninois. Non, c'est surtout ça. La question donc de la limitation du mandat, ça dit pas plus de 2 mandats. Oui. Je parle du 3e mandat, okay. C'est pas important. Non, la question du 3e mandat importe beaucoup pour les Béninois. Seulement, il y a un piège. Parce que les députés même du camp présidentiel semblent rassurés sur le respect de ce principe. Ça dit qu'on n'ira pas vers l'autorisation d'un 3e mandat. Mais ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Parce que si on vous offre cette garantie-là et qu'à l'Assemblée nationale, les débats change et qu'on l'introduit, ce serait trop tard. Donc je crois que cette assurance-là devrait nous rendre, on va dire, très prudents, de sorte que ça ne soit pas la garantie qu'on nous offre pour y aller facilement. Surtout quand c'est prudent, là, c'est où qui en parle. Ah oui, si on doit réviser, comme vous l'avez dit, justement d'accord, il faut un large débat national, il faut que le texte soit connu, un peu comme... vous avez vu ce qui s'est passé par le passé. Beaucoup de gens, même les députés, ils ne connaissaient même pas le test. C'est quand on s'est levé le matin qu'on a appris que le test a été révisé. J'ai demandé à plein de députés, je vais avoir le test, le projet de test. Ils disent non, eux-mêmes ils n'ont pas vu. J'étais surpris. Et ça, c'est pas un seul, c'est pas 2 députés qui me l'ont dit. Donc ça pose un problème. Quelque part, il y a un groupuscule qui draine le troupeau, ben écoutez, oui, ou qui draine leurs collègues pour justement les amener assouvir les désirs ou les grandes orientations qui sont définies ou données quelque part. Donc, ça, c'est à craindre. Maintenant, pour ce qui est de ce deal dont vous parlez entre les démocrates et les députés de la majorité présidentielle, les démocrates, eux, ils sont en train d'initier une loi sur l'amnistie. Oui, la loi sur l'amnistie peut être votée si les députés de la mouvance présidentielle sont d'accord. Et ça passe, comme vous l'avez dit, par la révision de la Constitution. Oui, on peut réviser la Constitution, ne serait-ce que sur ce seul mobile. Si on est d'accord. Ne serait-ce que sur ce seul mobile. Ou sur d'autres mobiles. Mais en principe, si ce sont les députés du camp présidentiel qui initient l'action de révision, forcément, ils vont exposer les mobiles, auxquels on pourrait ajouter cette exigence-là des partis, donc des députés de l'opposition, du parti Les Démocrates. Ce qui ferait qu'on aurait un document unique qui pourrait faire l'objet de la consultation nationale, parce qu'elle s'impose en mon sens. Et après, si entre-temps, la minorité de blocage dont parle Moïse sent que ce qui a été vulgarisé au niveau donc du Parlement a été modifié, pourrait bloquer. Mais si ce n'est pas le cas, tous les Béninois seront rassurés que le mobile ici est un mobile justifié pour qu'on aille à la révision de la Constitution, parce que ne serait-ce que sur la loi que vous évoquez, initiée par les députés de l'opposition, je pense que beaucoup de Béninois y adhèrent. Je ne sais pas la proportion, parce que je veux aussi rester réaliste. Beaucoup de Béninois y adhèrent, vu que certains de nos compatriotes sont aujourd'hui en prison pour des choses qu'on leur reproche, qu'on a du mal à prouver, pour lesquelles beaucoup de Béninois ont encore des réserves. Sur ces questions-là, dès lors que la justice a dit le droit, la justice étant un pouvoir séparé, aujourd'hui il revient aux parlementaires d'offrir à ces concitoyens-là les possibilités donc de se retrouver en liberté et dispenser un peu des peines
qui leur sont infligées de lourdes peines, il faut le dire. Maintenant, si la mouvance ou les députés de la mouvance doivent soutenir cette action, il va falloir que eux aussi, ils mettent leurs propositions sur la table pour qu'on ait un document commun qui retrace un peu les objectifs ou ce qui est poursuivi par chaque parti politique ou chaque camp, afin qu'on puisse y aller en apportant toutes les garanties au peuple. Si c'est fait sous ce prisme-là, je pense que ça passera. Mais si ce n'est pas fait sous ce prisme, les démocrates pourraient bloquer et, on va dire, montrer qu'ils ne sont pas dans un élan d'une révision opportuniste. Alphonse Moïse Soudé, les députés du Parti des démocrates pourraient toutefois souscrire à ce besoin de révision, quitte à ce que le projet ou la proposition, j'allais dire, de loi sur l'amnistie soit prise en compte par les députés de la mouvance. Du Parti des démocrates, peut-être ne sont pas absolument contre la révision. Mais ça dépend sur les points sur lesquels on veut faire la révision. C'est clair. A priori... Sur les quatre, la question de la limitation du mandat présidentiel, qu'est-ce qui pourrait encore inquiéter les démocrates? La toute-puissance de l'exécutif. La question du parrainage, par exemple. La question du parrainage, il faut régler ça. Il faut régler ça. Donc ce n'est pas... si on s'entend, s'il y a un consensus sur les éléments sur lesquels il faut faire la révision, il n'y a pas de problème. Et le président l'a expliqué. On s'entend d'abord. C'est-à-dire que chacun fait ses propositions, on les vulgarise, on s'entend. Au cas où, arrivé là-bas, l'accord initial est violé, les démocrates peuvent jouer sur la minorité de blocage. Parce que nous sommes en politique, hein. On peut s'entendre ici, arriver là-bas, les gens vont faire d'autres jeux pour dire, bon, si vous demandez qu'on puisse réduire la toute-puissance de l'exécutif, alors permettez-vous de... Et puis à la fin, on aura un mauvais texte. Donc il faudrait que tous les Béninois soient informés dans toutes les langues, qu'on puisse dire aux Béninois, voilà les éléments qui nous ont amenés à demander une nouvelle révision de la Constitution. Et il faut faire une large concertation, ce n'est plus la peine de précipiter les choses et de voter ça la nuit, parce que c'est vilain pour un député de finir de voter un texte et qu'il ne soit pas capable de dire ce qu'il a voté, qu'il ne soit pas capable de défendre ce qu'il a voté. Donc il faudrait que le peuple soit associé. Moi, ça ne me dérangerait pas que après avoir fait les consultations, qu'on demande que ça soit par référendum, que le peuple maintenant joue son rôle, approuve le test, qu'on ne se conseille, qu'on ne limite pas ça à l'Assemblée nationale, que les gens demandent que désormais maintenant on aille au référendum, que là, que c'est trop coûteux. Écoutez, c'est pourquoi vous voyez le pouvoir de la rupture fonctionner pour aller vers le référendum, les gens disposer à aller vers il faudrait que les gens montrent leur bonne foi. Parce que nous sommes sur un... Et leur attachement à la démocratie. Nous sommes sur un terrain politique. Ouais. Et pour vous amener à changer d'avis, les gens appuient sur d'autres leviers. Les gens appuient sur d'autres leviers, notamment si vous aviez eu à gérer au pays que vous avez des casseroles, on vous les montre. On vous les sort, vous êtes obligé de vous ranger tranquillement. C'est pour ça que moi je ne souhaiterais pas que la révision se limite à l'Assemblée nationale, qu'on organise un référendum pour que les éléments sur lesquels on veut réviser la Constitution, que tout cela soit porté à la connaissance de tous les Béninois. Parce que c'est très important. Il y a des gens, quand vous allez dans leur bureau, ils ont encore l'ancienne Constitution, hein, ils n'ont pas le nouveau document. Ils n'ont pas le nouveau document. Nous, on l'a parce qu'on est de la presse, il faut lire. Sinon, il y a des cadres qui ont gardé toujours la Constitution de 90, et quand ils parlent, ils font toujours référence à la Constitution de 90 parce qu'ils disent que ce qui s'est passé en 2009, cela ne s'est pas passé dans les règles de l'art. C'est quelques députés qui se sont retrouvés et qui ont voté le texte sans même maîtriser les éléments qu'ils ont mis dans le texte. Mais Prudent Rasséou, contrairement à la 8e législature, les Béninois se voient aujourd'hui à travers cette 9e qui quand même est composée du Parti Les Démocrates qui quelque part a la confiance du peuple, sans pour autant dire que les députés de la mouvance n'ont pas la confiance du peuple. Non, quelque part, avec la présence des démocrates au Parlement, beaucoup de Béninois sont fiers de leur démocratie. Hein, beaucoup de Béninois sont fiers de leur démocratie et ça se justifie. Maintenant, comme vous le dites, aujourd'hui, l'initiative de la révision est agitée par des caciques du pouvoir. D'abord, le président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité du pays, et par ailleurs, hiérarque au niveau du parti Union progressiste Le Renouveau. Et deuxièmement, vous avez vu les louanges de la vice-présidente. Bien sûr. Alors qu'elle était appelée juste à décorer
Elle fonde son discours, d'abord kilométrique, sur des louanges par rapport à cette révision intervenue lors de la législature précédente, conduite par le président Vlavonou, tout ça. Donc, c'est à croire que cette révision, agitée par ces caciques donc, du pouvoir ou de l'appareil d'État, ou du moins des forces qui soutiennent la mouvance présidentielle, ces caciques-là sont dans un agenda secret, ou dans le secret des dieux. Et c'est justement ce qui inquiète. Parce qu'ils ont la caution donc, de leur mandat au niveau du Parlement, mais ils n'ont pas la caution du peuple. Donc, à partir de ce moment, on se dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de mijoter? Qu'est-ce qu'ils sont en train de comploter? Qu'est-ce qu'ils sont en train de vouloir cuisiner à nouveau? Parce que, vous avez vu, le dialogue politique dont les conclusions ont conduit à la révision de la Constitution dernièrement, le dialogue politique n'a jamais parlé de parrainage. Absolument. Et pourtant, on y a introduit le parrainage. Le dialogue politique n'a jamais parlé d'accord de prêt qu'on pourrait... les 90 jours. Les 90 jours d'accord de prêt après lesquels on rencontre à l'Assemblée. Le dialogue politique, les conclusions du dialogue politique n'ont jamais évoqué cela. Et pourtant, ça a été introduit. Donc, objectivement, il y a un piège. Quand l'initiative où il y a une préparation psychologique de l'opinion qui est faite par ces personnalités donc proches du pouvoir. Quand c'est les députés de la minorité qui parlent de la révision, ça rassure quelque part. Parce qu'on se dit, ils ne le feront jamais dans des élans politiciens. À partir de ce moment, on se dit, si ils proposent ou ils y vont, c'est simplement parce qu'il y a nécessité. Mais dans l'un ou l'autre des cas, l'exigence, c'est la vulgarisation. Le débat national qui doit agiter la chose et la prise en compte de la contribution de tous les citoyens, organisés ou non. Parce que oui, ils ont les prérogatives de réviser au nom du peuple, mais ils doivent pouvoir se référer au peuple. Parce qu'ils ne sont pas les omniscients, ils ne sont pas sachants dans tous les domaines. D'autant que pour aller à l'Assemblée nationale, il n'y a pas un profil réglementaire qui est exigé. On pourrait consulter nos constitutionnalistes, on pourrait consulter toutes les forces vives, ainsi de suite, pour opérer les toilettages qui s'imposent et non tenir un agenda qui participe du verrouillage de 2026. Parce que on pourrait y introduire les conditions d'éligibilité, par exemple, du président de la République. On pourrait dire qu'il faut forcément qu'il vienne d'une des formations politiques représentées à l'Assemblée nationale, je dis n'importe quoi, ainsi de suite. Donc, on pourrait encore corser de sorte à tailler le profil du prochain président de la République sur des critères que très peu de gens pourraient satisfaire, un peu comme on a parlé de cette affaire de Dio, qui discrimine à l'arrivée des candidats valeureux et favorise de candidats, on va dire, fantaisistes, qu'on a semblé décrier en corsant même les conditions de cautionnement. Vous voyez un peu? Ça ne fait pas sérieux. Si on corse les conditions de cautionnement au motif que on veut en finir avec les candidatures fantaisistes, et qu'à l'arrivée, les vrais candidats qui ont, on va dire, l'attention du peuple, le soutien du peuple, sont écartés au motif d'hypothétiques parrainages non libérés, parce que vous avez vu, les parrainages devraient être individuels, mais finalement, l'affiche, c'est au niveau des partis politiques qui sont gagnés. Il fallait la retirer. Et ça montre bien qu'on est dans des manœuvres, qu'on n'ouvre pas le jeu ou qu'on a des appréhensions. Or, en démocratie, je crois que on doit travailler à asseoir sa popularité sur une forte représentativité, une forte adhésion. Et c'est pour ça que Soulé disait tout à l'heure, par exemple, qu'il faut que au niveau des partis politiques, il y ait un large débat d'idées, de propositions sur même l'offre pour 2026. Et pourquoi pas définir même déjà, sans que les candidatures ne soient annoncées, le profil type de celui, et par rapport au profil, les gens pourraient déposer leur candidature, on va dire, mais on va voir, on va étudier les dossiers. Il ne faut pas dire qui peut. Non, si on rentre dans le principe du qui peut, on pourrait se retrouver dos au mur. Or, si on définit de façon claire les critères, ça pourrait même participer à l'élaboration de tests plus digestes et moins confligènes.
Alphonse Moïse-Soudé, cette 9e législature a pour autre attribut la transition vers les élections générales de 2026. Est-ce que, à travers cette révision de la Constitution, vous y voyez, vous, une sorte de dispositions qui sont en train d'être prises pour rassurer le pouvoir de la rupture sur les élections de 2026? Oui, le pouvoir de la rupture ne souhaiterait pas perdre le pouvoir en 2026. Il faut qu'il y ait continuité. Et pour avoir continuité, c'est au niveau des lois, hein, qui vous souviennent ce que nous avons eu pour le Parlement, la 8e législature, ce sont les lois qui ont donné ça. Quand on a commencé par désigner les maires et que ça n'arrangeait pas le pouvoir de la rupture, on est retourné à l'Assemblée, ce sont toujours les lois. Donc, on ne peut éliminer son adversaire que par les lois. Et c'est pourquoi je demande aux députés, les démocrates, d'être vigilants, de faire attention. Tout n'est pas digeste. Donc, tout ce qu'on va faire, parce qu'on a dit, hein, c'est les différentes lois, il faut corriger toutes les différentes lois qui mènent aux élections. Il y a des lois qui ont été des lois chrysogènes, il faut les corriger. Même la Constitution a posé problème. Donc, les gens ont dit, bon, nous sommes tous d'accord, le principe de base est que nous sommes tous d'accord qu'il faut toiletter les lois. Donc, ils vont commencer par là. Tout ce qui se fait, tout ce qui va se faire à l'Assemblée nationale, c'est dans le cadre des élections générales. Que personne ne vous trompe. Sinon, quel intérêt le président de l'Assemblée nationale, déjà, dans son discours de ministre, a annoncé les couleurs. Et voilà comment il a dit, il faut que les députés de la mouvance fassent preuve d'esprit d'ouverture et que les députés de l'opposition ne s'enlisent pas dans... Ça veut dire qu'on veut appeler chacun. On peut pas le mental. Oui, il a dit, c'est une préparation psychologique pour que tout le monde puisse adhérer à la chose. Parce qu'on se dit que les députés vont rester, les démocrates vont rester braqués sur l'opposition. Le mouvement dira, bon, moi j'ai la majorité, je n'ai pas besoin d'aller vers les partis démocrates. Donc on prépare chacun à ce jeu-là, parce que quelque part ça a été discuté. Vous savez, qui vous regardez bien, le député qui est devenu président de l'Assemblée, Ravonneau a toujours porté des lois. C'est lui qui a porté les lois sur les réformes à l'Assemblée nationale. Donc il est à sa place. Et il annonce déjà que désormais... Il a d'ailleurs été félicité par la vice-présidente pour ça. Voilà, on lui a fait, comme dirait les Ivoiriens, à Talafou. Donc aujourd'hui, il veut continuer dans le même schéma. Il veut conduire Patrice Talon à bon port. Et c'est à travers les lois. La vice-présidente qui est une ancienne députée. Et je dis, donc il faut voir si ce n'est pas faisable. Ce n'est pas obligatoire, mais les lois électorales, on doit pouvoir les corriger, forcément. Parce que quand on dit élection générale, il ne faudrait pas que en 2026, quand on va faire les élections communales et que les maires pressentis par les partis politiques sont votés à la touche, qu'on avait fait encore une loi interprétative, il faut régler tout ça. Parce que c'est très important, c'est un carrefour politique important pour le Bénin. Les élections générales, c'est un carrefour politique important. Donc, il faudrait que les députés réfléchissent. Ce n'est pas forcément les intérêts de l'heure qui nous intéressent. On les y fait pour l'avenir. Il ne faudrait pas qu'on fasse de telle sorte qu'après moi, ça le déluge. C'est pourquoi je dis, il faut une large concertation. Nous avons des spécialistes de la Constitution qui doivent pouvoir déjà commencer un travail scientifique, pas un travail politique, un travail scientifique, les soumettre aux partis politiques qui doivent faire la diffusion pour qu'on sache qu'est-ce que l'UPR nous propose dans le cadre de la révision, qu'est-ce que le BR nous propose dans le cadre de la révision, qu'est-ce que les démocrates nous proposent. Restaurer l'espoir. Moi, le Bénin, c'est important. Que chaque parti politique, d'abord, nous montre l'opportunité de la révision. Voilà. Quels sont les éléments sur lesquels la révision doit porter? Si ce n'est pas ça, autant laisser et revoir les lois électorales, corriger les lois sur l'embauche, toutes les lois qui ont posé problème. Moi, c'est ce que je demande. Il ne faut pas forcément dire, parce que tel qu'il a parlé là, c'est comme si le plus grand chantier de la 9e législature, c'est la révision de la Constitution. Il n'a parlé que de ça. Et c'est pourquoi il a commencé par faire, qu'on appelle, à nettoyer le mental de tous les députés pour dire, au moment opportun, soyez disposés et disponibles. Ça, c'est de la politique. En manque de consensus, on pourrait être contraint à aller faire le filet de la... comment je vais appeler ça? Du référendum? Du référendum, voilà. Mais oui, quand il dit référendum, on a parlé du 5e recensement. Et je vous ai toujours dit que la liste électorale sera extraite du recensement. Et vous savez ce que c'est ça qui, quand on a fait l'émission ici sur le Rwandais qui était spécialiste des bonnes élections avec Kagame, il est venu pour s'occuper de ça. Parce que
gagner ou perdre, ça dépendra de la liste électorale. Ça dépendra de ce qu'on a mis dans la liste électorale. Donc, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement. Et si on n'est pas éveillé, nous serons là. La rupture va continuer jusqu'à un certain nombre d'années. Non, là-dessus, sur la question du référendum et, on va dire, de la crédibilité des élections, moi, je voudrais interpeller la responsabilité des partis politiques. Parce qu'en principe, vous avez vu ce débat peu sain qui s'est mené au niveau donc de la Cour constitutionnelle entre les démocrates et le Conseil électoral, notamment la Sénat. Je disais que ce débat n'est pas un débat sain, en ce sens que la professionnalisation et la rigueur au sein des formations politiques devraient leur permettre de disposer de chiffres et de documents, on va dire, fiables, notamment les procès-verbaux. Et c'est surtout à ça qu'il faudra appeler les formations politiques, à une meilleure organisation. Au lieu de mettre de l'argent dans des trucs qui ne sont pas importants, il faut s'assurer de dépêcher des représentants électoraux de la formation politique au niveau de tous les postes de vote, de sorte à avoir des documents qu'on pourrait justement éteigner comme preuve dans le contentieux. Parce que vous auriez remarqué qu'au niveau des grandes villes du Bénin, on n'a pas pu trafiquer les résultats issus des élections. Donc moi, je crois que avec les réseaux sociaux, avec les moyens de communication aujourd'hui, il va être très très difficile, si les formations politiques s'organisent bien et qu'une veille citoyenne et même une veille politique est observée au niveau donc du processus électoral, de trafiquer les résultats, même si on peut créer des bureaux fictifs. Mais la représentation des forces de la minorité parlementaire à l'Assemblée pourrait leur permettre, au niveau donc de la mise en œuvre des organes électoraux, d'avoir des répondants, ou tout au moins de suivre un peu la mise en œuvre. Donc à partir de ce moment, je trouve qu'il revient aux formations politiques d'être plus sérieuses et rigoureuses envers elles-mêmes, et j'espère que les démocrates, à partir de leur statut, pourraient bénéficier du financement public pour se structurer de sorte à crédibiliser nos élections. Parce que ça aussi, ça a prévalu dans le reproche qui est souvent fait aux formations donc soutenant l'action du gouvernement. Si nous avons des forces, toutes les forces politiques qui sont représentées au Parlement, il n'y a pas de raison que nos élections ne se tiennent dans la sérénité et dans la transparence. Les ONG joueront aussi leur partition, et peut-être qu'on aura la guerre des chiffres sans avoir la guerre des résultats, parce que les résultats vont être à l'image de la volonté populaire. Et si on parle de référendum, c'est le peuple qui décerne une partie de ses pouvoirs aux élus ou au président de la République qui aurait tranché, et le débat serait clos. Entre autres sujets, qu'attend le président Patrice Talon pour nommer Éric Mouleté chef de file de l'opposition? Non, c'est ce que je disais. Les tests indiquent clairement qu'à l'issue de chaque élection, c'est la Sénat ou le Conseil électoral au titre de la loi qui doit pouvoir présenter les forces politiques et celles qui doivent aujourd'hui incarner l'opposition. Donc, forcément, la Sénat doit pouvoir faire ce travail-là pour que le président de la République, après, puisse prendre le décret et dire... Parce qu'en réalité, on dit que c'est la force politique de l'opposition arrivée en première position après une élection qui prend ce truc. Et que cette désignation où c'est la Sénat qui indique quelle est la force venue qui occupe ce rang-là pour que le décret puisse être pris en Conseil des ministres. Donc, la Sénat, je ne pense pas qu'elle a déjà publié la liste de cette force-là, comme elle avait fait pour les forces Corée pour repérer émergents. Peut-être qu'ils sont toujours dans le délai, je n'ai pas vraiment relu les tests pour savoir, mais je sais que c'est la première étape, et la deuxième étape va être que le président prenne ce décret-là pour que, bon, l'année qui suit, les gens puissent bénéficier du financement public. Alphonse Maurice Souli attend certainement que la Sénat aussi puisse prendre ses responsabilités en publiant la liste des partis politiques. Non, ça doit être sur le même document. Non seulement on publie la liste des partis politiques régulièrement en règle, et puis on désigne le parti de l'opposition. Je ne sais pas, bon, écoutez, moi je ne connais pas le calendrier de la Sénat, mais il va falloir qu'on le fasse très vite. Parce que non, il faut que ça. Ils sont toujours dans le délai. Certainement. Mais moi, je tiens fermement. C'est le président de la République qui prend le décret. Je tiens fermement à ce qu'on nous publie
la liste des partis politiques qui doivent désormais officier au Bénin. C'est normal. Parce que nous sommes... Il y a une dernière liste qui est sortie avant les élections législatives. Vous savez, nous sommes... Qui faisait état de 15 formations politiques. Nous voulons voir sur le terrain les partis politiques jouer leur rôle. Parce que sur plusieurs sujets, ils ont été absents. Naturellement. Ils ont été absents et c'est pas bon. Mais ils attendent seulement l'apport des élections pour se montrer comme parti politique. Mais il y a des sujets d'intérêt national sur lesquels ces partis politiques-là sont attendus. Il faudrait que les partis politiques se prononcent. Parce que s'ils ne se prononcent pas, c'est comme s'ils donnent leur caution morale à tout ce qui se passe. Les FCBE qui se sont par exemple tout le temps réclamés de l'opposition auraient pu soutenir les démocrates quand il a été demandé de prouver les procès-verbaux, tout ça. Parce que là, on parlait de caducité des documents, mais personne ne les a soutenus. Les FCBE auraient pu leur produire les documents, puisque les FCBE étant représentés dans tous les bureaux et ayant bénéficié du financement public, je suppose, ont quand même tous ces documents-là qu'ils auraient pu mettre à la disposition des autres forces politiques. Cette solidarité au sein des formations politiques, pour moi, participe de la sérénité du débat démocratique et même de la gestion du contentieux électoral qui peut être source de conflit. N'avez-vous pas l'impression que depuis le lendemain des législatives, les formations politiques d'opposition se sont davantage disloquées? Je parle du Parti des démocrates, de la FCBE, du MPL, Restaurer l'espoir et tout ça. Ils n'étaient pas ensemble dès le départ. Ce qu'il faut peut-être souhaiter, c'est qu'il y ait un peu plus de synergie en leur sein parce que chacune d'elles, ces formations bien entendu, continuent par se réclamer de l'opposition. Et ce qui fait mal, c'est qu'il n'y a aucune action concertée entre elles, chacun va de son côté et le discours est totalement décousu et décalant. Vous avez vu la guerre de communication qu'il y a eu ces derniers jours entre les démocrates et Restaurer l'espoir de candidat Zanaï. Je crois qu'il faut que les gens s'entendent et désormais chacun joue son rôle. Ce n'est pas la peine de penser aux intérêts personnels. Il faut penser aux intérêts de la nation. Et cette guerre ne tient que de la position de Guy Mitopé et de Candidat Azanaï. Donc c'est une guerre de personnes et non une guerre de partis politiques. C'est la fin de cette émission. Alphonse Moïsoudé, merci à vous d'avoir participé à ce plateau. Merci. À vous pour merci également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Carré Politique.